Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment programmer sur la blockchain du début jusqu'à la fin. Et ici, nous allons utiliser l'environnement Remix pour écrire nos contrats intelligents, nos smart contracts. Et nous allons programmer sur la blockchain Ethereum. Et on va utiliser comme langage Solidity. Sans pour autant tarder, je vous demanderai d'aller sur Google et chercher Remix IDE, remixide.org. Remix, c'est l'environnement qui va nous permettre de mettre en place ou bien d'écrire nos contrats intelligents. Alors, tout est déjà inclus. Ici, vous n'avez rien à programmer, vous n'avez rien à configurer à part de mettre en place les compilateurs et l'autre bouton qui va vous permettre de déployer vos contrats. Et comment le faire? Vous pouvez seulement cliquer sur Solidity, comme c'est le langage que nous allons utiliser. Il y en a plusieurs langages, il y a aussi Viper. Vous pouvez cliquer seulement sur Solidity et ça va installer automatiquement ce dont vous avez besoin pour écrire vos premiers smart contracts. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous pouvez le faire manuellement sur Plugin Manager. Vous cliquez ici sur Plugin Manager et vous les activez. Tel que vous le voyez, par défaut, il y a déjà le Deploy and Run Transaction qui est, disons, venu par défaut et c'est comme si c'est paramétré par défaut. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi ajouter les compilateurs. Les compilateurs, vous pouvez les chercher sur la liste ici des options qu'on nous présente. Et vous voyez que Solidity Compile est déjà là. Vous pouvez l'activer. Maintenant, moi, je vais le faire automatiquement en cliquant seulement sur Solidity. Et ça va se faire. J'ai mon compilateur qui est là. Et toutes les options possibles dont je vais utiliser tout au long de cette vidéo. Maintenant, ici, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Quand vous êtes ici dans Solidity Compiler ou bien compilateur, ça vous présente plusieurs options que vous pouvez utiliser quand vous serez en train de programmer, notamment la version ou bien de votre langage de programmation ou bien de votre Solidity que vous êtes en train d'utiliser. Et comment est-ce qu'on vérifie la version? On vérifie la version en parcourant tout ce que vous voyez ici. Tout ça sont des versions de Solidity qui sont mises en place ici dans cet environnement Ethereum Virtual Machine Remix. Alors, tout dépend de vous. Je ne sais pas quel genre de Solidity que vous voulez utiliser, mais moi, je vais programmer sur 0.7, tout comme je peux programmer sur 0.4, tout comme je peux programmer sur 0.6, tout comme je peux programmer sur 0.3. Mais il faut savoir que quand vous utilisez 0.6 ou bien 0.4 ou bien 0.3, il y a des fonctions qui peuvent, ou bien des variables, ou bien d'autres qui peuvent ou ne peuvent pas marcher parce que les versions diffèrent. Vous devez savoir vous êtes sur quelle version et quel genre de fonctions ou bien quel genre de variables que vous pouvez utiliser et qui est normalement ce que vous devez faire, ça doit être lié à la version de votre Solidity. À part ça, on a les langages. Nous allons programmer sur Solidity. On va pas utiliser YOL. On a la version qui vient par défaut, qui est là. Et ici, nous faisons auto-compile parce qu'à chaque fois qu'on sera en train de taper les codes dans notre environnement, ça va se compiler automatiquement. Ici, c'est les boutons qui nous permet de déployer nos contrats. Donc, un smart contract bien fait, qui est déjà fait, fini, vous pouvez le déployer à travers cette option ou bien ces boutons ici. Et ça nous donne plusieurs environnements. Tout dépend de ce que nous voulons. Si vous voulez déployer, par exemple, votre contrat sur cet environnement, vous aurez à utiliser JavaScript Virtual Machine. Si vous voulez, par exemple, ce que je vais vous montrer après, les différentes sortes de déploiement, si vous voulez déployer votre contrat sur Injected Web3, vous devez avoir par exemple un Ganache qui est opérationnel. Je vais vous montrer comment le faire. Vous voulez aller
à l'extérieur de cet environnement, vous devez savoir comment l'utiliser. Mais pour le moment, nous allons travailler d'abord avec JavaScript. Et après, je vais vous montrer comment déployer avec Injected Web3. Après, j'aurai à vous montrer comment déployer avec, je vais vous montrer comment déployer avec Web3 Provide. Tout ça, vous allez voir. Mais pour le moment, comme c'est pour débutants, vous devez commencer par JavaScript VM. Sans pour autant tarder, si vous voulez maintenant commencer à écrire vos contrats, ce qu'il faut faire, c'est premièrement, il faut créer les fichiers qui vont contenir tous vos codes. Et comment créer ces fichiers-là? Vous allez directement ici, là où il y a File Explorer, cliquez sur File Explorer et vous allez voir qu'il y a d'autres fichiers qui viennent avec cet environnement, avec Remix, qui sont par défaut. Storage Sol, ça vous donne l'exemple d'un contrat. Ça, c'est un contrat intelligent de stockage. C'est ça, je pense que c'est pour les votes. Ce que vous voyez là, ça c'est un autre contrat intelligent. GitHub, bon, ça je ne vais pas utiliser, c'est un peu avancé pour le moment, c'est que je ne vais pas vous montrer. Mais nous voulons commencer comme de A jusqu'à Z, de 0 à Z. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Ce que nous devons faire, nous, c'est créer notre propre fichier en cliquant sur le signe plus qui est là. On clique sur le signe plus et puis ça nous dit d'écrire un nouveau fichier. Le nouveau fichier, pour nous, on peut lui donner ce nom ici, Solidity, pour débutants. .sol. Tout fichier qui va contenir le code Solidity doit avoir comme extension Sol pour dire que c'est un fichier Solidity. Vous voyez, notre environnement est là, il n'y a rien dans notre environnement, c'est vide. C'est à nous de mettre le code, de le compiler et essayer d'échanger avec, et d'interagir avec. Alors, pour ne pas compliquer les choses, je vais supprimer ces fichiers que j'ai ouverts. Maintenant ici, nous pouvons faire le premier pas. Et comment on fait le premier pas en Solidity? Si vous voulez faire le premier pas en Solidity, je vous ai bien dit depuis le début, vous devez savoir quel genre de Solidity vous allez utiliser. Ça dépend des versions. Nous ici, nous allons utiliser Solidity 7. Il y a d'autres qui utilisent Solidity 5, mais nous, comme la technologie avance, il y a toujours des mises à jour, nous allons utiliser 7. Et comment est-ce qu'on fait pour définir la version de votre, disons, Solidity que vous allez utiliser tout au long de la programmation? Vous les définissez par ces mots, je peux dire c'est keyword mot-clé, Pragma Solidity, et vous définissez la version 0.7.0. C'est ce que nous allons utiliser. Vous voyez? Donc, ça ne peut pas marcher si vous ne faites pas ça. Donc, c'est la première ligne avant de commencer, avant de déclarer un contrat, avant de déclarer une variable. Vous devez commencer par définir la version de votre Solidity que vous serez en train d'utiliser. On a défini la version. Maintenant, le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, c'est déclarer votre contrat. Comment est-ce qu'on déclare les contrats? On déclare les contrats par, comme ça, contract, par ces mots contract, et puis vous lui donnez un nom. Par exemple, on peut dire notre contrat, c'est un contrat stockage, contrat de gestion, je peux dire gestion des stocks. Et puis, c'est comme ça qu'on déclare un contrat. Donc, il y a les keywords contrat et les noms des contrats et vous mettez les deux accolades. Donc, tout ce que vous ferez, tout ce que vous créerez comme smart contract et comme fonction ou variable doivent aller dans ces deux accolades. Donc, tout ce que vous devez faire doivent aller dans ces deux accolades. Là, vous avez déclaré votre contrat. Vous voyez que ce n'est pas compliqué.
Vous avez vu comment on fait. On commence par la version et puis on déclare les noms du contrat. Maintenant, notre étape est de définir les variables. Comment est-ce qu'on déclare une variable dans Solidity? Tout dépend de vous. Si vous voulez déclarer par exemple les chaînes de caractères, par exemple les noms, les textes, c'est à vous de voir. Vous pouvez commencer parce que moi je vais, comment est-ce qu'on déclare les chaînes de caractères? Disons les noms, je me dis que string, non, je peux lui donner une valeur, ça s'appelle Enoch. Et string post nom ça s'appelle par exemple Wilonja. Là j'ai déclaré, j'ai fait mon premier pas avec un smart contract. Vous voyez, j'ai déclaré les noms, les post-noms. Mais comment je peux faire pour les afficher? Pour afficher ces noms, les noms ici, donc, je dois créer une fonction qui va me permettre de les lire. Je peux créer fonction. Je vais dire identité. Fonction d'identité, view. Alors view c'est quoi? View ça me dit que cette fonction est là pour lire, disons, le contenu d'une variable. C'est pourquoi je mets view ici. Maintenant par view je dois mettre aussi une visibilité. C'est quoi la visibilité? Je mets public. À public ça va me retourner, je veux que tu me retournes un string. Et le string ici, ça doit être dans une mémoire. Donc, cette fonction que je viens de déclarer a comme rôle de lire l'identité de soi-disant, soit Enoch, ou bien les noms, ou bien les post-noms. Et ça doit seulement lire, parce que j'ai indiqué que ici c'est lire. Et ça a comme visibilité, pour que ça soit accessible, j'ai mis ici public. Et ça doit nous retourner un string. Le string en question, c'est quoi? C'est le nom. Return, par exemple, nom. Maintenant, essayons un peu. Ça, c'est déjà un contrat qui est bien fait. C'est un contrat là que je peux, disons, compiler. Je peux compiler. Je compile le contrat en question. Je compile les contrats. C'est en mode compilation. Je compile les contrats. Maintenant, disons, comme je viens de faire, comme je viens de faire cette étape ici, je vais vous expliquer une autre chose. Donc, pour lire, disons, pour lire ces contrats, il faut que je puisse les déployer. Je vais les déployer comment? Avant de déployer ces contrats, je dois être sûr que j'ai l'argent sur mon compte, disons sur les comptes qui va déployer ces contrats. Donc, tu ne peux pas mettre une information sur la blockchain, tu ne peux pas déployer un contrat sur la blockchain si tu n'as rien dans ton compte. C'est pourquoi vous allez remarquer que notre portefeuille, notre environnement est venu avec 10 comptes qui a chacun 100 Ethers. Donc, ces 100 Ethers ici qu'on nous donne, ce sont des fakes, ce ne sont pas des vrais Ethers. Ça vient comme ça gratuitement pour nous faciliter la tâche quand on sera en train de programmer et tout ça, que nous puissions soit déployer en local. Et vous allez voir quand on va déployer, les comptes qui va déployer, qui sera soit par défaut, c'est les premiers comptes, on va couper quelque chose.
Et c'est comme une commission. Et la commission qu'on coupe là, c'est ce qu'on appelle les gaz. Et quelque part ici, vous allez voir, gaz limite. On a les gaz qui est là. Pourquoi on me signale qu'il y a des erreurs partout? Je vois qu'il y a des erreurs. Contract. What's happened? Contract. Voyons voir. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Il n'y a aucune erreur. Voilà, je vais essayer de déployer ces contrats. Comment est-ce que je déploie? Je déploie les contrats. Et puis, je vais essayer d'accéder. C'est mon contrat. Mon contrat est là, que j'ai déployé. Et si vous vérifiez ici très bien, vous allez voir qu'il y en a 9 points quelque chose. On m'a coupé les gaz pour déployer cette information sur la blockchain. Maintenant, les contrats, mon contrat doit me donner quoi? Mon contrat doit me donner seulement les noms de Enoch. Si je clique sur identité, normalement, ça va me retourner les noms. Et les noms sera qui? Enoch. Vous voyez? Ça, c'est le premier contrat. Ça, c'est notre contrat. Là, vous avez fait les premiers pas avec les smart contracts, comme vous le voyez. Ce n'est pas du tout difficile. Maintenant, on va continuer, on va développer notre, disons, on va développer notre smart contract. Nous avons vu comment la fonction vient de lire l'information qui est dans nous. Et l'information en question, c'est Enoch. Maintenant, ici, ce que nous allons faire, c'est essayer un peu de... Là, on a mis par défaut, on a donné une valeur à Enoch, mais on peut aussi faire que le Enoch ici soit utilisé comme un argument. Au lieu de les mettre directement ici dans les noms, on peut effacer, comme ça, on peut supprimer cette valeur ici. Enoch, par exemple, j'efface même ça, ça n'a pas d'importance, c'est la même chose. Enoch. Et puis ici, on crée une fonction. On crée une fonction, une autre fonction. On crée une fonction, mettre l'identité, fonction, on veut dire votre nom, par exemple, on peut créer comme ça, votre nom. On met comme ça, et puis on donne à la fonction un argument, string memory. Non. Maintenant ici, comme c'est une fonction qui est là juste pour stocker, la fonction là pour stocker les noms, ça ne va pas prendre view parce que c'est pas son rôle. Son rôle, c'est pas de lire. Parce que quand il s'agit de lire, on utilise view. Quand il s'agit de mettre quelque chose dans la base de données ou bien sur la blockchain, on ne met rien au fait. On ne met rien du tout. Après public, on met seulement les des appolates. Et puis, on définit que les noms qu'on a déclarés ici, les noms ici, est égal au nom qu'on aura, on peut mettre comme argument. Vous voyez, ça c'est comme ça notre fonction, fait que vous le voyez. Maintenant, je vais essayer de, à chaque fois que vous aurez vouloir, en fait, à chaque fois que vous pouvez essayer de lire les données que vous avez mis sur la blockchain ici dans votre contrat. Vous devez savoir que vous allez déployer encore votre smart contract pour les lire sur la blockchain. Et quand vous faites comme ça vous coûte toujours de l'argent. Maintenant, on va oublier l'ancien contrat. De préférence, je vais même l'effacer. Pour redéployer encore ce nouveau contrat. Et je vais essayer un peu d'accéder à mon nouveau contrat qui est là. Vous voyez ici, le nouveau contrat me présente des possibilités. Il y a la première
possibilité qui est en bleu, comme vous le voyez, et l'autre qui est en orange. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous voyez que si je clique sur identité, ça va rien donner. Il y aura aucune valeur. Ça me donne vide. Pourquoi vide? Parce que ça n'a pas de valeur. J'ai supprimé les Enoch. Mais je fais en sorte que votre NIM, disons votre nom, par exemple, ce que je voulais y mettre. Si je mets ici Enoch dans la fonction et que je clique comme ça, je peux aller seulement sur identité, ça va m'afficher Enoch. Vous voyez, j'ai Enoch qui est là dans l'identité. Je peux aussi changer, je mets fiston. Si je clique sur identité, ça va me donner fiston. Je peux aussi changer, j'écris Alice. Si je clique sur autre, ça va me donner Alice. Donc, c'est comme ça que ça marche. Nous avons deux fonctions. La première fonction, c'est pour lire. Et la deuxième fonction, c'est pour modifier les données sur la blockchain. Comme vous le voyez. Maintenant, là, nous avons vu seulement une seule sorte de variables. Supposons que nous avons des entiers non signés, par exemple. Il y a des entiers qu'on peut déclarer comme ça. Int, par exemple, nombre. Mais il y a d'autres qu'on peut déclarer comme ça et qui sont sans signe, par exemple. Je peux dire chiffre, si je peux me le permettre. Donc, ça, ce sont des entiers signés qui ont des signes. Et ça, sont des entiers qui ont integer, non signés, en signe integer. Et comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça marche? Supposons que nous voulons aussi, supposons que nous voulons avoir une fonction mes joueurs, par exemple, une fonction pareille, mes points, je mets ici public, et si you integer, c'est que you int, je mets par exemple chiffre 1. Chiffre 1, et puis je mets chiffre égal à chiffre. Maintenant, je vais créer une fonction ici pour lire les chiffres aussi. Function, lire les chiffres. Ici, pour lire les chiffres, ça sera view public returns. Ça va me retenir quoi? Les entiers. Uint. Ça va me retenir les entiers. Pour les entiers, ça ne demande pas que tu puisses mettre les memory. Pour les entiers, c'est seulement uint. En fait, les memory ici, il faut les mettre quand il s'agit des tableaux et des strings. Et des strings, en fait. Les chaînes de caractères. Lire. Et puis, ça va me retourner quoi? Ça va me retourner les chiffres. Return chiffres. Ça, c'est mon deuxième contrat qui a, disons, d'autres fonctions qu'on peut l'ajouter. Et je vais essayer de vous montrer. Je vais déployer les contrats en question. Je déploie le contrat. Je descends. Mon contrat est là. Ça, c'est l'ancien. Ça n'existe plus pour le moment. Et on a le deuxième qui est là, le second. Et puis, nous voyons le deuxième qui a... Ça, c'est pour le nom. Je peux écrire Enoch ici. Identité, ça va me donner Enoch. Et ça, c'est pour les points. Je mets 10. Point. Lire les chiffres, ça va me donner 10.
si je mets 10 ici, ça va pas accepter. Ça accepte, bien sûr. Ça accepte, bien sûr, mais ça ne va pas prendre ça comme, disons, quand on fait des calculs, ça va pas prendre ça comme, disons, un entier ou bien un entier. Alors, ça ne sert à rien de mettre des int ici. Mais quand même, vous devez savoir que, ici, je peux mettre aussi 11. Alice. Maintenant, essayons de mettre Alice ici. Ça ne marche pas. On me dit même ici, dans la transaction, on me dit que invalide big number string. Ce n'est pas un entier, c'est une chaîne de caractères. C'est pourquoi ça ne marche pas. Donc, vous avez vu comment est-ce qu'on déclare aussi les entiers signés et les entiers non signés. Maintenant, je vais faire tout. Je vais faire de mon mieux pour que ça soit un peu... Je vais utiliser les raccourcis. Et comment utiliser les raccourcis? Au lieu que j'utilise toute cette fonction ici pour lire le nom, l'identité, moi je vais écrire seulement sur le nom ici, public. J'efface toute la fonction. Au lieu que j'utilise ici toute cette fonction pour lire, je vais écrire ici public. Je vais mettre public. Maintenant, cette déclaration ici remplace toute cette fonction que vous voyez ici. J'efface et vous allez voir que ça va donner les mêmes résultats. Je vais compiler. Je vais déployer les contrats. Je vais déployer ces nouveaux contrats. Essayer de déployer. Je déploie. Je descends pour accéder à mon contrat. J'ai le contrat qui est là. Et vous allez voir que ça vient de me donner les mêmes résultats. Mais, parce que j'ai fait juste des raccourcis. Et pour que ça soit un peu propre, au lieu de mettre beaucoup de choses, j'ai mis cette fonction ici pour lire. Je l'ai mis, disons, j'ai mis comme raccourci. C'est int public shift. Et aussi pour lire les noms, j'ai mis. Ici, je peux écrire 10. Et ça va me donner les mêmes résultats. Comme je l'ai fait. Shift 10. Ici, je peux écrire Enoch. Ça va toujours me donner les mêmes résultats Enoch. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Vous avez vu la précédente fonction. Son diminutif, si je peux dire, c'est ça. Au lieu d'écrire function, toute la fonction, et puis view, returns, vous pouvez utiliser seulement ça. Et ça va bien marcher. Maintenant, ça c'est, disons, ça c'est la première étape. La première étape de ce que nous avons eu à vous montrer. Si je peux dire la première partie. Nous avons vu comment on déclare une fonction. Comment on déclare quelques variables. Maintenant, je peux me dire de déclarer, par exemple, une autre forme de variable. Essayons un peu de déclarer un tableau. Int. Je vais déclarer un tableau des entiers. Et pour dire que c'est un tableau des entiers non signés, je peux lui donner le nom ici. Là, j'ai déclaré un tableau des entiers. Je peux déclarer un tableau des strings, des chaînes de caractères. Je peux, ça veut dire identité, je peux dire que ce soit identité. Alors, les tableaux ici, ce que je viens de déclarer, ce sont des tableaux qui sont dynamiques. Parce que je n'ai pas défini le nombre de champs que chaque tableau peut contenir. Pour que ça soit statique, je peux me dire que moi, je veux que mon tableau soit seulement de 5. Je vais mettre 6, des 5, des 6 par exemple. Parce que ça commence par 0, 0, 1, 2, 3, 4. Je veux que mon tableau soit puisse avoir comme champ 5 champs. Donc, je mets 5 là-bas. Et ici aussi, je peux définir, je peux dire D. Donc, c'est 0, 1. Vous voyez? Mais moi, je veux que ça soit un peu dynamique.
Alors, comment est-ce que je peux faire pour ajouter les éléments dans mes tableaux? C'est ce que je dois me poser comme question. Je vais faire comment? Si je veux ajouter quelque chose dans les tableaux, je vais essayer de créer une autre fonction qui peut me permettre d'ajouter les éléments dans fonction mon tableau public et puis je vais faire comment est-ce qu'on ajoute les éléments dans, disons, dans un tableau. Ce que je vais faire, je vais prendre le nom de mon tableau. Le premier tableau c'est entier. Je fais point, je fais push. Comme c'est un tableau des entiers non signés, je fais le premier élément aura par exemple 1. Le deuxième élément aura push 3. Le troisième élément aura push 4. Le quatrième élément, pour moi je vais me limiter par là à 6. Supposons ça c'est mon tableau à moi que je viens de créer. Et pour l'afficher, au lieu de créer encore une autre fonction pour le lire, je vais mettre seulement ici public. Et je vais créer aussi une fonction pour mon tableau de nom. Je peux faire ça. Et pour les tableaux des noms ou bien identité, les tableaux des noms ou bien identité, si je peux me permettre de faire la même façon, identity, point, je peux me permettre de dire push, ça sera comme ça, le premier, ça sera Enoch, identity, push, longe, deuxième, identity, point push, disons, on peut mettre alvéolaire. Oh, identity, il y a un problème. Push, ici il y a un problème, c'est H. Voilà. Vous voyez, je viens de créer les tableaux et je peux lire tout ce qu'il y a dans mon tableau. À la place de ça, de public, si je ne vais pas mettre public ici, je peux être un peu clair, je peux créer une fonction lire mon tableau identité pub view, je peux mettre view public view returns, ça va me retourner un tableau des entiers. C'est un tableau pareil, string memory. String table memory, je pense, return. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Je dois avoir une erreur. Return identité. Non, il y a une erreur quelque part. Return string. Celui ici, je viens de me compliquer un peu. Je vais essayer de réexpliquer ça après. Qu'on suit d'abord la logique. Notre logique ici, les public.
Je vais les expliquer ça pour ne pas compliquer. En fait, je vais essayer de déployer ces contrats. Et pour être un peu en ordre, je vais effacer tout ce que j'ai ici. Je vais effacer tout ça. Supprimer les anciens contrats. Je supprime les anciens contrats pour rester avec les nouveaux. Je viens de déployer un nouveau contrat. J'accepte. Voilà, ici, j'ai déjà expliqué les entiers, j'ai déjà expliqué les dés et on n'aura pas à... Disons, tout ça, on a déjà expliqué. Ce que nous allons maintenant faire, c'est des tableaux. Bon, si je clique seulement sur mon tableau, ça va me donner la possibilité de faire quoi? De lire tout ce que j'ai dans mon tableau. Le premier élément dans les tableaux, normalement, son identifiant, c'est 0. Ça me donne quoi? 3. C'est où? Oui. 3. Ça, c'est les 1. Si je mets 0 ici, ça va me donner les 1. Voilà. Si je mets 1, ça va me donner 3. Si je mets, disons, 4, ça va me donner 4. Ou bien 3, ça va me donner D. Disons, D, ça va me donner 4. 3, ça va me donner 6. Même chose que si je clique dans mon tableau nom et que je mette ici 0, ça va me donner le nom de Enoch. Que je mette 1, ça va me donner Wilonja. Et 2, ça va me donner Alba. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on fait la déclaration des tableaux. Et nous sommes toujours en train de déclarer les variables. Je vais vous montrer comment on peut réorganiser tout ça. Là-bas, nous avons pu déclarer nos tableaux. Et je peux aussi vous montrer comment on fait, par exemple, on peut déclarer quoi encore? Les mappings. Nous avons les mappings. Mapping, par exemple, je peux dire. Maintenant, ici, avec le mapping, avant de passer au mapping, je vais vous montrer comment on déclare les adresses. Comme vous le savez, que les adresses, ici, ce sont des types que je peux dire qui ne sont pas fréquents dans les différents, disons, langages de programmation. C'est quelque chose de particulier que les langages blockchain ont, que vous ne pouvez pas trouver dans d'autres langages de programmation. Comme par exemple ici, adresse, je peux dire mon adresse, c'est l'adresse administrateur. Là, j'ai déclaré une adresse. Et je peux me dire de lire, je peux mettre adresse publique. Vous allez voir que ça va me donner 000 quand je vais déployer ces contrats. Je vais essayer de rendre un peu propre ce que nous sommes en train de faire, que ça soit clair. Comme j'ai déjà fait tout ça, tous ces strings et autres, je peux les effacer. Tous ces tableaux, je peux effacer tout ça. Je peux effacer tout ça et commencer avec les adresses. Ici, par exemple, j'ai déclaré une adresse. L'adresse administrateur. Maintenant, je me dis que pour lire cette adresse, il y a plusieurs façons, en fait, de déclarer les adresses. Ici, j'ai l'adresse, premièrement, avant de lire, j'ai l'adresse qui est l'adresse administrateur. Je peux avoir aussi une adresse pareille, payable. L'adresse, c'est quoi la différence entre ces deux adresses? La première adresse ici que vous voyez, ce n'est pas trop exigeant dans certaines fonctions que vous pouvez utiliser. Maintenant, les adresses payables, on te montre ici que cette adresse peut en même temps être l'adresse administrateur et ça peut être une adresse qui peut soit
envoyer ou bien, disons, recevoir les Ethers. Dans quel sens je suis en train de dire ça? J'aimerais bien le faire dans un exemple d'une fonction. Et en faisant comment? J'ai adresse administrateur. Essayons un peu de lire. Essayons un peu de lire ce que ça peut donner. Et si je mets public ici, je fasse d'abord ça, vous allez voir que ça va me donner 0, 0, 0. Je vais déployer ce contrat comme ça d'abord. Pour le débit. Je vais voir les résultats. On va voir les résultats. Vous allez que ça va nous donner 0, 0, 0, 0 parce qu'il n'y a rien comme adresse, mais quand même, le type de la variable, c'est une adresse. Vous voyez? 0, 0, 0, 0. Et tout en sachant que les adresses hétéro commencent par 0 fois x. Je peux vous montrer même l'exemple de ce que nous avons ici. Vous voyez que la plupart des adresses que nous avons ici, c'est 0 fois quelque chose, c'est quelque chose, quelque chose. Donc c'est comme ça. Maintenant, essayons un peu de voir si on peut faire quelque chose avec, on peut interagir avec ces types de variables. On a une adresse qui est publique. Je vais l'utiliser dans un mapping. Mapping, c'est comme un tableau associatif. Je me dis que mon adresse doit avoir comme valeur, ça doit avoir comme valeur un entier non signé. Je peux mettre int. Ça sera public pour que j'ai accès à ça. Et ça aura comme nom, par exemple, les scores. On va définir chaque adresse par les scores. Maintenant ici, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons créer une fonction qui va nous permettre de stocker les scores. On va stocker les scores. Et comment est-ce qu'on peut stocker les scores? Je vais commencer par vous donner quelque chose qui est simple. Je vais me dire que les scores qu'on va mettre... Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais me dire que les scores doit correspondre à une adresse quelconque. Et comment est-ce que je dois faire correspondre l'adresse à un score donné? Je vais me dire que cette adresse, je vais aussi créer une adresse ici, adresse, ça sera comment? Je vais prendre score comme le nom de notre mapping et qui a comme identifiant adresse. Ça sera que l'adresse c'est address, cette adresse qu'on va mettre ici, adresse. Et ça aura comme valeur, adresse a comme valeur et uint. Et notre uint est là, qu'on appelle score. Je pense que nous sommes tous d'accord avec ce que je viens de faire ici. Maintenant, je vais mettre ça en pratique. Essayons de déployer ces contrats. Je viens de déployer les contrats. Je déploie les contrats. Je descends un peu.
Voilà. Ici, dans notre contrat, notre fonction stocker les scores nous dit que pour stocker les scores, je vais faire comment? Premièrement, je dois avoir une adresse et cette adresse doit avoir comme valeur son score. Et où est-ce que je vais enlever ces adresses-là? Je vais aller, je vais monter, je vais prendre pour moi cette adresse ici. Je la copie. Je rentre dans les premières adresses qu'il y a déployées. Je mets l'adresse, je colle là-bas et je dis que cette adresse a comme score 10. J'ai fait la transaction vient de s'effectuer. Je prends la deuxième, bien la troisième adresse, si je fais ça, je redescends, je me dis que cette adresse a comme score 12, ou bien 112, 111. Je prends au moins 3, j'ai dit 3, enfin, 3 adresses. Je prends aussi ça. Je me dis que cette adresse a comme score 20. Cette adresse ici a comme score 20. Maintenant, vous allez constater une chose. Je vais prendre, j'ai mis 3 adresses. Je vais maintenant vérifier les scores de chaque adresse. Comment je vais vérifier les scores? J'ai ma fonction ici, mapping. Je vous ai dit que ça, ce n'est pas une variable maintenant parce que j'ai mis public. C'est déjà une fonction parce que ça va lire. Je vais prendre une adresse, par exemple la première, ça. Je vais descendre pour essayer cette adresse. Je colle. Je vais vérifier son score. Ça va me donner 10. Vous voyez? Le score de l'adresse en question est 10. Et ça me montre que c'est ça, cette adresse ici a comme position bien identifiée à 0. Donc c'est la première, ou bien le premier élément qui est dans notre tableau associatif, mais dans notre mapping. Je vais essayer de prendre la deuxième adresse. Ça va me montrer, ça va me donner comme score 111. Et ça va changer ici, l'identifiant sera 1. Vous allez voir si c'est bien fait. Vous voyez, c'est 111. Mais l'identifiant ne change pas. Là, je me suis un peu trompé. Mais quand même, ça m'a donné les scores. Maintenant, je vais prendre les troisièmes. Je vais voir ce que ça va me donner. Normalement, ça va me donner 20. Qui est là. Vous voyez? Donc, ça a bien marché. Nous avons vu les mappings, comment ça marche. Les mappings, ça marche comment? Ce que vous avez ici comme clé. Ça, c'est ce qu'on appelle la clé. Et ça, c'est la valeur de cette clé. Si vous avez comme clé ici adresse, vous devez savoir que sa valeur, si c'est les uint, donc c'est un entier aussi. Ici, on peut changer, on peut mettre un booléen par exemple, bool. Directement ici, vous voyez que il y a déjà une erreur. Et ce que nous allons faire, c'est quoi? Ici, pour gérer cette situation, à la place des scores, on peut effacer. Et ici, on peut mettre directement, si c'est une adresse qui est acceptée, on peut mettre true. Parce que le booléen, quand on déclare les booléens, ça a des valeurs, soit c'est true, soit c'est false. Et par défaut, ici en Solidity, avec une variable booléenne, c'est false. Normalement, c'est false par défaut. Maintenant, comment ça aussi ça peut marcher aussi. Essayons de voir. Essayons de voir et déployons encore notre contrat. Essayons de voir, notre contrat est là. Maintenant, ici, ça se passe comment? On va prendre une adresse.
Si je mets seulement cette adresse ici, et que je clique sur stocker les scores, ça va être directement true, parce que par défaut, c'est false. Maintenant, si je prends le deuxième, je descends, je colle, c'est true. Essayons maintenant. Je prends l'adresse que j'ai mis avant, ça. Essayons maintenant de lire les données dans le mapping score. Ça va me dire true, parce que l'adresse est enregistrée dans les mappings, disons dans la base de données, dans la blockchain. Et la seconde, je descends. Essayons de lire ça aussi. True. Mais si on prend une adresse qui n'a pas été enregistrée, vous allez voir que c'est false. Vous allez voir que c'est false. Je descends. False. Parce que l'adresse n'a pas été enregistrée dans la base de données. On n'a fait que des adresses qu'on a eu enregistrées. Et si je prends le cinquième, par exemple, ça sera false toujours, parce que ça n'a pas été enregistré. On essaie de lire ça. False, ça sera false. Ouais, c'est le même résultat, c'est false. Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on déclare aussi les adresses. Vous pouvez déclarer les adresses dans les mappings. Vous pouvez déclarer les adresses. Tout comme ici, je ne suis pas obligé seulement de mettre les adresses. Ça dépend. Je peux mettre ici les uint. Et puis ici, je peux mettre les strings. Maintenant, je peux modifier ici. Je peux me dire que, par exemple, ici, j'ai le uint. Identifiant, par exemple. Je peux mettre ID. Et ID, string, memory, non. Ça peut être non. Et string, memory, oui, non. Maintenant, ici, je vais mettre, dans mon mapping score, au lieu d'avoir l'adresse ici, je peux avoir seulement l'ID. Et puis, je lui donne comme valeur, ça comme valeur string. Et les strings qu'on a là, c'est quoi encore? Je peux dire que ça comme valeur string, disons non. Disons non. Disons non. J'efface ça pour que ça ne puisse pas remplir. Je vais mettre ça dans une structure. Disons non. Disons non. Et puis ici, je peux redéployer encore ces contrats pour vous montrer comment est-ce que ça marche. Gestion. String, je mets, disons ID. Je peux mettre comme ça 1. ID, je peux mettre 1. Je dis que le nom. ID, je peux mettre 1, par exemple. Et le nom, par exemple, c'est Enoch. Je vais ajouter dans ma base de données. Je peux mettre D, Lonja. J'ajoute ça dans ma blockchain. 3, les noms. Alice. J'ajoute ça. Maintenant, pour lire ici, pour lire tout ce que j'ai fait, je vais mettre seulement 1 ici. 0 ou bien 0. Ça va me donner Enoch. Ça n'a rien donné. Pourquoi? Ce que je veux savoir, si je mets 1, ça va me donner Enoch. Voilà, j'ai mis là, ils disent 1, c'est Enoch, ça commence par 1. Ça commence pas par 0. 2, ça doit être Ilonja. 3, ça doit être Alice.
Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on interagit avec les mappings. Il y a aussi les mappings déjà. Les mappings dans un autre mapping. Vous pouvez trouver les mappings dans un autre mapping. Et ça, c'est la première partie. Peut-être que ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça, oui. Pourquoi pas? C'est possible. Ça peut être comme ça. Oui, on peut trouver un mapping pareil. Et comment disons, ça peut fonctionner? Ça peut être comme ça, score. Je vais essayer de me compliquer un peu la vie ici. Score ID int qui est égal, disons, à nom égal, par exemple, à 10. C'est comme ça. Je peux dire que score aussi, si je peux ajouter un deuxième. ID encore. Non. Un autre nom qu'on peut mettre. Disons, maintenant je peux ajouter un string memory prénom. Je vais faire un prénom ici. Égal par exemple 11. Je peux faire de cette façon-là. Et je peux essayer de déployer ce contrat. Et voir ce que ça peut me donner comme résultat. Et je peux faire un. On met ici Enoch. Bon, puis ici on a le prénom Ilonja. Sur de parcourir ça, je mets seulement ici 0 ou bien 1, 1. Si on mettait 0, ça va me donner quoi comme résultat? Ça ne donne rien comme résultat. Non, mais 1. Pourquoi j'ai compliqué la fonction ici? Essayons de faire d'abord ça. Essayons de faire ça. Voir ce que ça va donner. Déployer encore. ID. Enoch. Ça donne quoi comme résultat? Score. Ça donne quoi comme résultat? Oh! Il fallait que je mette Enoch. Non. Il fallait que je mette un Enoch. Je complique pour rien seulement. Voilà, un Enoch ça donne 10. C'est que vous le voyez là-bas. Je mets le résultat 1 et Enoch doivent me donner 10. C'est le 10 ici qu'il vient de me donner. Maintenant, je vais essayer d'ajouter les prénoms. String memory prénom score
ID, prénom, efface les contrats, je redis pas, j'essaie de ok, Enoch Ilonja. Oh my god, j'ai oublié de mettre et donner la valeur à Enoch Ilonja. Mais quand même, vous avez vu comment ça marche. Ce n'est pas un casse-tête. Je mets un string Enoch. Je vais voir ce que ça va donner. Ça donne toujours 10. Je n'ai pas mis la valeur à 0. Mais ce n'est pas grave, ça, vous avez vu comment les nested ou bien le double mapping marche. Comment des mappings peuvent se connecter entre eux. Partout ici, vous pouvez changer de valeur. Vous pouvez mettre les adresses au lieu des uints. Tout dépend de ce que vous avez comme objectif. De ce que vous voulez faire. Maintenant, nous avons vu comment on déclare les mappings. Et aussi les adresses, comment les adresses aussi fonctionnent. Et j'ai essayé de vous montrer, j'ai oublié de vous montrer l'adresse publique. Par exemple, j'ai mon adresse. Et puis, je copie une adresse quelconque ici. Je me dis que ça doit être égal à cette adresse. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Même si je mettais ici payable. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on doit toujours déclarer les adresses. Maintenant, c'est quoi d'autre que je vais vous montrer? J'ai déjà montré. C'est quoi d'autre que je vais montrer? On a déjà déclaré les adresses, les structures maintenant. Ok, nous allons voir comment déclarer une structure. Au fait, comment on déclare une structure? Une structure peut nous aider dans le sens où nous voulons avoir la forme, par exemple, si je peux dire, pour que ça soit facile à comprendre, on peut avoir par exemple un tableau, disons, je peux donner un exemple, un tableau Excel par exemple. Nous avons un tableau Excel, disons structure, struct, c'est comme ça qu'on déclare une structure, tableau Excel, et on met des parenthèses. Et dans le tableau Excel, je me dis que le premier élément de mon tableau sera un identifiant qui sera ID. Le deuxième élément, ou bien champ, ou bien colonne, la colonne aura comme élément string qui sera nom. Troisième élément aura comme, disons, string, disons, statut. Supposons que ton statut actuel, célibataire, tout ça. Le quatrième élément, par exemple, tu seras identifié, tu peux être identifié par une adresse, ou bien par un ID. Et je peux dire que, normalement, ça doit confirmer que vous avez été enregistré. Si je peux dire ça. Voilà, là nous avons une structure. Il faut prendre cette structure dans le sens où vous avez un tableau. C'est comme ça que moi je vois ça. C'est comme si vous avez un tableau de combien de champs. Le premier champ, le deuxième champ, le troisième, le quatrième. C'est comme si vous avez un tableau de 4 champs. Mais comment manipuler cette structure ici? Comment mettre les éléments dans ce tableau, dans cette structure? Là, il faut créer juste une fonction.
qui peut te permettre de lire cette structure. Mais pour que ça soit un peu, disons, organisé, bien organisé, il faut les lier à un mapping. Il faut le lier à un mapping pour que ça soit bien organisé. On peut déclarer un mapping comme ça. Et puis nous faisons par exemple, comment est-ce qu'on peut identifier cette structure. Donc tous les éléments ici doivent être stockés dans une adresse, par exemple une adresse quelconque, adresse. Et on lui donne comme valeur donc toute cette structure ici, tableau Excel. On dit que notre mapping, on dit que ce sera public et son nom sera mes informations. Mes informations. Maintenant, c'est à nous de voir comment mettre les informations dans ces mappings ici, qui doivent correspondre à notre structure. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une fonction. Enregistrement, par exemple. Et ça sera comment notre fonction? On peut dire que l'ID est déjà déclaré. On peut écrire le string. Non. Vous allez mettre les noms via des arguments pareil. Memory. String mon. String static. Memory static. Your status. Et bool. Et bool. Si c'est enregistré ou comment. Je peux utiliser comme ça. Enregistrer. Public. Regardez bien ce que je vais faire pour que je puisse mettre les éléments dans mon champ là. Comment est-ce que je vais faire? Je vais prendre les noms. Comment est-ce que je vais faire je vais prendre les noms de mon mapping, mes informations. J'identifie l'ID de mon mapping qui est l'adresse. Maintenant, je vais prendre l'adresse de la personne qui va appeler ces contrats. Au fait, je me dis que c'est lui, msg.senda. Ça doit être égal. Bon, pour que ça soit, parce que je vous ai pas expliqué le msg.senda, c'est une adresse, disons, de l'utilisateur. L'adresse qui est en train d'appeler actuellement les contrats. Et c'est comme ça que c'est un mot-clé spécifique dans Solidity. Ce qu'il faut comprendre que, comme c'est moi qui appelle les contrats, ou bien comme si c'est toi qui étais en place en train de le faire, tu pouvais utiliser aussi msg.senda. Il y a deux sortes d'objets au fait. msg.senda et msg.value. Je vais vous montrer ça après. Comme c'est la personne qui appelle ces contrats, mais pour ne pas compliquer, je vais essayer, comme je n'ai pas vous montré dans les précédentes disons lignes, je vous ai pas montré les comme je vous ai pas montré les msg.senda, je vais ajouter maintenant ici l'adresse pour que vous puissiez, pour que ça ne puisse pas vous compliquer. Maintenant ici je vais mettre add parce que la clé ici c'est l'adresse. Et puis cette adresse ici, je vais lui donner les informations. Comment? Je vais prendre les noms tableau de la structure. Et puis dans la structure, le premier élément c'est quoi? C'est l'ID. Et notre ID c'est quoi? C'est un entier, pardon. Il peut dire que c'est 1. Et le nom
c'est le nom qu'on va mettre dans la fonction. Les statiques, c'est les statiques qu'on aura à mettre. Et disons, et quand l'opération sera effectuée, ça sera true. Donc, c'est comme ça que ça va se présenter. Pour que nous puissions mettre les éléments dans cette structure, c'est comme ça que ça va se présenter. Mais pour que ça soit un peu, pour que ça incrémente de temps en temps notre ID, on peut faire comme ça. On peut créer un ID comparé joint ID supplémentaire. Et puis on peut lui effacer ça. On écrit ID supplémentaire. À chaque fois qu'on aura à écrire l'ID, ça doit s'ajouter. Normalement, ça doit commencer par 1. ID supplémentaire, please. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il n'y a rien. On peut vérifier, on peut déployer notre contrat. On descend. Notre contrat est là. Notre contrat est là. Enregistrement, on peut enregistrer le nom. On peut enregistrer adresse. On cherche l'adresse. Cette adresse ici aura comme valeur tout ce qu'on va mettre. On prend l'adresse. Aura comme valeur Enoch. Comme statut célibat. Ça c'est true. Normalement c'est true. Normalement c'est true. On n'a pas besoin de mettre ça ici. Oh my god. Excusez-moi, je vais encore redéployer ce contrat. On n'a pas besoin de mettre ça. On n'a pas besoin de mettre les booléens. Je redéploie les contrats. Ok. Je mets l'adresse. Le nom c'est Enoch. Là comme statut célibat. Et je mets dans mon mapping. Et la deuxième adresse. Aura comme élément piston marié. J'ajoute. Maintenant, je vais essayer d'accéder à mes informations. Je mets soit 1. Ça me donne quoi comme résultat? Invalide argument. Mes informations, pardon. Descendez. Sorry. Je vais essayer d'accéder. Je vais voir ce que ça veut dire. Pourquoi ça refuse? Sorry. Adresse tableau. Public mes informations. Pourquoi ça refuse? Je dois savoir pourquoi. Error encoding argument. Invalid address. Oh, sorry. Ce n'est pas 1, pardon, je m'ai trompé. Pourquoi? Parce que je ne mettais pas l'adresse à la place des... J'ai mis 1. Alors, je vérifie les informations, je prends 1. Il fallait pas que je déploie avec cette adresse. Je mets seulement ici 1, ça va me donner toutes les informations. Ça va me donner Enoch, célibataire, tout ça. C'est ça. J'ai comme ID, c'est 1. Le nom c'est Enoch, je suis célibataire et c'est vrai que j'étais enregistré dans la base de données. Deuxièmement ici, je prends la deuxième adresse. Je fais une erreur de déployer avec ça. Le nom ça doit être
fiston, il doit être marié, et c'est vrai qu'il a été enregistré, c'est ça. C'est l'ID CD, il s'appelle fiston, marié, et c'est vrai qu'il a été enregistré. Donc, c'est comme ça que vous pouvez mettre les éléments dans un tableau, disons sous forme d'une structure, et ce sont ces genres de résultats que ça peut vous présenter, et c'est toujours comme ça. Ici, à la place de l'adresse, je peux mettre que uint, ça ne dérange pas si je ne vais pas utiliser les adresses. Maintenant, ici, ce que je dois faire, c'est utiliser, par exemple, ID supplémentaire. Et ça va me donner les mêmes résultats. Mais, ça change seulement ça va seulement changer disons, les types. Au lieu de l'adresse, ça va me demander d'utiliser les uints, les entiers. Non signés, bien sûr. Au fait, vous voyez la petite, disons, forme d'exercice ou bien des présentations que j'avais à vous donner. Et ce que je peux vous montrer encore, c'est quoi? Je peux vous montrer quoi encore? Je vais vous montrer la structure. Je peux vous montrer comment recevoir, comment transférer et recevoir, par exemple, comment transférer et recevoir, par exemple, une valeur quelconque. Mais avant de vous montrer comment transférer et recevoir, disons, une valeur quelconque dans Solidity ou bien Ethereum, par exemple, on peut envoyer les Ethers, on peut envoyer, par exemple, disons, un message. Tout ça, il faut connaître comment les faire, comment faire pour envoyer, comment faire pour recevoir. Mais avant tout, je vais vous expliquer les msg.sender et les face msg.value. Il y a aussi les msg data. Les msg sender, c'est une adresse. Mais le msg.value, c'est la valeur que vous recevez, disons, sur cette blockchain, par exemple. Moi, je vais vous envoyer quelque chose. Disons, ce que je vous ai envoyé là, c'est ça le msg.sender. Si je vais vous envoyer, par exemple, 10 Ethers, c'est ça la valeur que vous avez. Mais qui vous a envoyé? C'est moi. Je dois voir quoi? Tu vas me reconnaître via quoi? Via une adresse. Parce que j'ai une adresse. Et l'adresse là, qui vous a envoyé, c'est le msg sender. Mais quand vous aussi vous voulez envoyer quelque chose à une autre personne, c'est vous là qui appelez cette, disons, contrat au même moment que vous êtes en train d'appeler le contrat, vous êtes directement le msg sender. Donc, le msg sender, moi, je peux le définir comment? C'est la personne, l'adresse de la personne qui appelle le contrat. Et le msg.value, je peux dire que c'est la valeur qu'on reçoit la valeur qu'on reçoit c'est la valeur qu'on reçoit. Donc c'est simple, c'est comme ça qu'il faut les prendre. Il y a rien qui est compliqué. Le msg.sender, c'est une adresse Ethereum qui définit directement la personne qui appelle les contrats. Et le msg value, c'est ce que vous allez recevoir ou bien la valeur que vous aurez. Donc c'est comme ça. Alors, ce que moi je vais faire, c'est vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les msg value et les msg.sender. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est utiliser les, disons, transferts. Je vais transférer, par exemple, les Ethers
d'un smart contract à une adresse quelconque. Et comment le faire? Espérons que notre contrat ici va recevoir, disons, quelques Ethers. Et comment est-ce qu'on va faire? C'est comme ça ici que le fallback function. Fallback function doit intervenir. Et ça marche comment? Si je veux recevoir quelque chose, je dois créer une fonction pour recevoir le msd.value. Et directement, ça se passe comment? Je vais écrire seulement receive. Je vais recevoir quelque chose. Je vais écrire payable. External. Donc, ici, ça receive ici ne prend pas d'argument et ça ne d'argument, donc ici, ça ne prend rien et ça n'utilise pas public. Ça ne prend pas public. Parlant de public et external, je vous dirais qu'en blockchain, il y a plusieurs formes de visibilité. Nous avons public, nous avons external, nous avons internal, nous avons aussi private. Vous voyez tout ça. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai utilisé public. Public, c'est quoi la différence entre public et external? Ça joue le même rôle. Mais ça dit quoi? Le public, ça vous permet d'accéder à la fonction à l'intérieur et à l'extérieur. C'est vraiment une visibilité qui est vulnérable parce que ça permet à l'extérieur aussi d'accéder à votre fonction et aussi à l'intérieur. Mais l'externe, c'est seulement à l'extérieur que vous pouvez accéder à la fonction. À l'intérieur, non. Internal, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est interne, et privé, comme son nom l'indique, c'est private. Maintenant, quand vous utilisez les fonctions, il faut savoir quel genre de fonction utiliser et à quel moment, quel genre de visibilité utiliser, à quel moment il faut utiliser cette visibilité. Ici, vous voyez qu'avec la fonction receive, fallback, receive, observez bien si on met ici public, ça ne va pas marcher. Et pourquoi je vais mettre payable ici? C'est pour dire à la fonction que vous allez recevoir une valeur quelconque. Si je ne mets pas ici payable, donc ça ne va, disons, ça peut recevoir, mais ça peut être une fonction qui n'est pas receive. Comme c'est une fonction qui n'est pas receive, il faut toujours ajouter payable parce que ça doit recevoir quelque chose. Mais ici, par exemple, tel que vous le voyez, je mets public, ça écrit, ça me montre déjà qu'il y a une erreur. Donc, cette fonction ne prend pas public comme visibilité, c'est toujours external que ça prend. Donc, à travers cette fonction que je vais décrire ici, je peux recevoir une valeur quelconque. Je peux recevoir les Ethers. Je peux recevoir les Ethers et je peux les afficher. Function je voulais faire quoi? Function afficher view public, disons returns ce que je dois recevoir sont des entiers. Je vais retourner ici returns montant reçu.
Ici, je vais mettre UINT montant récit. Alors, ici, je vais mettre dans les receives montant récit doit avoir doit s'ajouter MSG value, donc la valeur qu'on doit envoyer doit s'ajouter au montant récit. Mais pour le moment, le montant récit est 0. On n'a rien envoyé ici. Essayons de déployer ce contrat. Et voir ce que ça va donner. Gestion de stock. Je descends. Afficher. On a 0 Ether. On n'a rien réussi. Rien. Vous voyez que c'est 0. Maintenant, essayons d'envoyer à cette smart contract quelques Ethers. Disons, envoyons 10. Alors ici, il faut être attentif. Il faut comprendre comment ça marche. Dans tout, en programmation ici, dans Solidity, un Ether équivaut à 1 exposant 18, 10 exposant 18, way. Donc, les Ethers ici s'expriment en way. Mais si vous avez un problème de comprendre ça, convertisseur Ethereum. Vous pouvez aller sur seulement convertisseur Ethereum, vous allez voir comment ça marche. Alors ici, vous allez voir que un Ether égale à 10 exposant 9 way, et un Ether égale à 10 exposant 18 way. Maintenant, tout s'exprime ici en way. Donc, même si nous achetons un Ether, on va nous montrer ça. On va nous montrer la valeur de cet Ether là en way. Maintenant, retournons dans retournons dans ce que nous faisons. Maintenant, on va envoyer à notre contrat, parce que nous avons fait un contrat qui peut recevoir, on a fait un contrat qui peut recevoir une valeur quelconque. Maintenant, envoyer à notre contrat 10 Ether, ou bien un Ether. On va aller ici, on va aller sur là où on écrit la valeur, on fait 10. On échange, on peut mettre way, Ether, 10 Ether. Tel que vous le voyez, notre contrat a 99 Ether, donc ça va rester 89 parce qu'on va envoyer les 10 là. Et puis on fait transact. Vous voyez, ça reste 89. Et notre contrat doit recevoir ces Ethereum là. On va afficher. On était à 0 au début, mais normalement ça sera à 10 quelque chose. Parce que en way, ça sera 10 exposant 18. Vous voyez? C'est ça la valeur que notre contrat a reçu. Ça vient de se présenter là. C'est comme ça que ça marche. Je peux ajouter encore un Ether. Je peux faire la transaction ici. Vous voyez, ça vient de s'ajouter. Donc, tout comme je peux envoyer ça en way, au lieu d'envoyer un Ether seulement, je peux envoyer par exemple 3 way. Ou bien 30 000 way. C'est P, ce n'est même pas un Ether. Ça va finir par s'ajouter. Vous voyez, ça finit par s'ajouter dans notre... Donc, c'est comme ça qu'on peut créer on peut créer un contrat pour recevoir et ça affiche ce que nous avons reçu comme valeur. Mais quand même, nous pouvons aussi créer une autre fonction pour transférer à une adresse quelconque sur Ethereum, une adresse Ethereum, pardon. On peut créer une fonction pour faire pour retirer ou bien pour envoyer, pour transférer de l'argent.
Et je peux ajouter la fonction function ici. Transfert argent. Alors ici, on va transférer à qui? Normalement, ça doit demander l'adresse qui doit recevoir. Disons un bénéficiaire, l'adresse du bénéficiaire. Bénéficiaire, je mets ici public. Maintenant, je vais créer que les bénéficiaires doivent recevoir, par exemple, toute la balance que nous avons, ou bien je peux écrire, par exemple, ici, je peux recevoir ce montant. Le bénéficiaire peut recevoir un montant. Bénéficiaire peut recevoir un montant. C'est quoi le problème? Bénéfice. Transfert. Venir dans le monde de programmation. Adresse UNT. Les bénéficiaires doivent recevoir transfert. C'est où est-ce qu'il y a le problème? Ce que je vais faire pour le moment, j'enlève d'abord le montant. J'envoie la balance. Le bénéficiaire peut recevoir la balance de cette adresse, de ce contrat ici. D'autres balance. Bénéficiaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Adresse.10. C'est quoi le problème ici? Ok. Les bénéficiaires doivent recevoir. J'ajoute. Ce n'est pas un. Je me suis retrouvé. Une valeur quelconque, par exemple. Je ne vais pas envoyer par uint montant. Montant, je lève montant ici. Bienvenue dans le monde du programmeur. Montant. Et ça doit aller à cette adresse qui sera payable. Voilà, cette adresse ici, ça doit être payable. Pourquoi? Parce que ça doit indiquer que c'est une adresse qui doit recevoir. Donc, on doit envoyer via cette adresse ces montants ici. Donc, nous allons essayer de déployer le contrat qu'on vient de faire. On vient de déployer le contrat. Affichons, c'est 0. Voilà, je viens de recevoir le montant. Affiché, c'est 0. Excuse-moi. Ici, je vais mettre, ici, ce que je vais faire d'abord, je me dis que je vais envoyer encore 10 Ethers à notre contrat. Je vais envoyer 10 Ethers à notre contrat, par exemple. Oh, pourquoi ça me rend un peu la vie difficile comme ça? Ok. Je viens d'envoyer 10 Ethers à notre contrat. On va afficher ces 10.
Et puis, je veux que ces contrats ici puissent envoyer ces Ethers à cette adresse qui est ici. Vous voyez, notre troisième adresse, 199. Quelque chose Ether. Maintenant, on va faire tout pour que ça soit 109. L'adresse, on l'a copié, on colle ça, on écrit les montants que l'adresse va recevoir. Les montants, je veux que cette adresse reçoive 10 Ethers, ou bien 9. Et puis je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sorry. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, j'ai envoyé. Et si j'affiche ici, vous allez voir que ça va diminuer. Oh, pourquoi ça ne diminue pas? C'est quoi le problème? La transaction ne s'est pas effectuée. Oh, normalement, ça ne doit pas diminuer. Je vais vérifier dans le contrat qui est ici en adresse. Voilà, c'est ça. Notre adresse a reçu les comptes, disons, les Ethers que j'ai envoyés. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça marche. Vous avez vu. Excusez-moi. Ce n'est pas vraiment compliqué. Il faut juste avoir, disons, les intuitions, si je peux dire dans ce sens. Vous avez compris que ce n'est pas compliqué. Voilà, et puis ici, ce que je vais vous montrer, c'est quoi? Comment je peux ajouter un peu de sécurité sur tout ce que nous faisons. Je peux prendre par exemple, je me dis que je ne veux pas que tout le monde puisse transférer de l'argent. Je ne veux pas que les gens puissent transférer de l'argent sur ces contrats ici. C'est comme ça que je vais créer une structure. Constructor. Comme nous sommes dans Solidity 0.7, je ne suis pas obligé de mettre public ici. Je vais laisser comme ça. Ça sera constructeur. Et je vais déclarer une adresse ici. Et de seulement l'administrateur. L'adresse de l'administrateur. Donc, seul l'administrateur peut avoir les droits de transférer de l'argent à d'autres personnes. Maintenant, je vais faire que la personne, l'administrateur est égal à la personne qui va déployer ces contrats. Les constructeurs ou bien constructeurs, je peux dire que c'est la fonction qui s'applique seulement quand vous déployez un smart contract. Quand vous mettez le smart contract sur la blockchain, ça s'applique et c'est tout ce que ça fait. Vous ne pouvez pas changer. Et là, j'ai fait que la première personne qui va déployer ces contrats soit l'administrateur de ces smart contracts. Et c'est comme ça qu'il y aura aucune autre personne qui peut le faire sans qu'il soit là. Donc, l'administrateur égale à msg.sender. Maintenant, ce que moi je vais faire, c'est quoi? Là où il y a la fonction transfert argent, je vais mettre une condition en utilisant require. Je vais dire que msg.sender, donc la personne qui va se connecter sur cette fonction ici, ms, qui va vouloir utiliser cette fonction, doit nécessairement être l'administrateur. Si vous n'êtes pas administrateur, ça va vous donner ce genre de message. Ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé. Comment est-ce qu'on écrit encore autorisé? Ce n'est pas autorisé. Tu n'es pas administrateur pour appeler ces fonds.
appeler cette fonction. Et puis au moins point virgule. Donc ça lui dit qu'il faut que tu sois administrateur pour appeler cette fonction. Maintenant, je vais essayer de voir si ça c'est bien appliqué. Comment? Je vais redéployer notre contrat. Je déploie le contrat. Je vais accéder à mon contrat. Maintenant, ici, l'administrateur, c'est qui? Il faut aller dans ses comptes. L'administrateur, c'est lui qui vient de déployer les contrats. Lui, ici. Pour ne pas compliquer les choses, je vais prendre les premiers comptes qui avaient déployé les contrats au début. Donc, je fais comment? Je déploie mon contrat. Je déploie les contrats ici. Je les déploie. Et puis, directement, c'est lui qui devient l'administrateur. Parce que c'est lui qui vient de déployer. Je descends. Mon contrat, pour le moment, ça n'a rien. Ça a 0. Maintenant, je vais essayer d'envoyer quelques Ethers à mon contrat. Par exemple, 50 Ethers. Mon contrat a reçu 50 Ethers qui vont s'afficher là. C'est 50 Ethers. Maintenant, je vais transférer parmi ces 50 Ethers, je vais transférer à, disons, à la deuxième adresse ici. Je vais lui donner, par exemple, cette adresse va recevoir 10 Ethers. 10 Ethers, c'est bien 9 Ethers, je mets 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La deuxième adresse a reçu 9 Ethers et comme preuve, vous allez voir que ça va devenir 109 au lieu de 100. C'est ça ici. Elle a reçu 109 Ethers. Maintenant, je vais faire vous voyez maintenant ce qui va se passer. Ici, il faut être attentif parce que c'est ce qui complique souvent dans la blockchain. Cette personne ici, c'est lui qui est l'administrateur. Et il a le droit d'envoyer les Ethers. Supposons maintenant que nous changeons la position. On prend cette position et puis on veut envoyer les Ethers aussi à la même personne. Vous allez voir que la transaction ne va pas marcher. Je fais comme ça, j'essaie d'agrandir ici pour que vous puissiez voir comment ça va échouer. Et ça va échouer parce que ce n'est pas l'administrateur qui est en train d'envoyer les contrats. J'efface d'abord tout ça. Et regardez bien, j'ai fait transaction, ça échoue. Et on va lui dire qu'il n'a pas raison de le faire. Et c'est comme ça qu'on lui dit que tu n'es pas administrateur pour appeler cette fonction. Vous voyez, ça fait un reverse. Supposons que on change la personne. On dit OK. On prend maintenant lui, on dit d'envoyer. Il ne peut pas s'envoyer quand même. On prend lui, on lui dit d'envoyer les comptes, disons, de 9 Ethers. Il essaie d'envoyer, on va lui donner le même message. Donc, tout celui qui n'a pas déployé ses contrats n'a pas le droit d'envoyer des Ethers. Mais si je reviens encore ici, dans les premiers comptes, parce que c'est lui l'administrateur, il va encore envoyer les 9 Ethers. Et vous allez voir qu'au lieu qu'il reste avec 28, il va rester avec quelque chose, 28 moins 9. J'essaie d'envoyer la transaction, c'est bien effectué. Et si on vérifie, ici, vous allez voir que ça sera 59, 50 points quelque chose. Bon, pas ici, mais pardon, si on se vérifie dans les comptes, au lieu de 109, ça va devenir 118, je pense. Voilà, c'est ça. Il a réussi. Et lui, il aura
28 points quelque chose, ça donne 9. Donc, c'est comme ça que ça marche. Il faut être administrateur comme on a mis dans notre contrat pour faire les opérations de transfert d'argent, les transferts des Ethereum. Mais il y a aussi une autre façon de faire la sécurité à part ce que nous avons fait là. On peut faire ceci. On peut créer une fonction. On peut créer une fonction qu'on appelle modifier. Regardez, function. Modifier. Modifier. C'est l'administrateur. C'est l'admin. Modifier, c'est l'admin a les droits de le faire. Et puis on met underscore. On enlève cette condition ici. On la met dans la fonction modifier. Et puis au lieu de placer la condition ici dans la fonction, on peut prendre seulement les noms de cette fonction, c'est l'administrateur. On copie ça, on colle ça sur la fonction qu'on veut restructurer, qu'on veut donner. Donc c'est ce qu'on appelle des restrictions dans la blockchain. On met sur seul admin. La même condition qu'on avait avant va s'appliquer parce que ça va tenir compte de cette fonction ici modifier seulement. Donc ce sont des restrictions qui s'imposent sur cette fonction. Ce n'est pas administrateur, tu ne peux pas faire quelques opérations et tu as des limites sur certaines fonctions. Donc c'est comme ça que ça marche. Et il y a une autre chose que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment je peux importer un fichier ici. Je peux me dire que je vais créer un nouveau fichier. Fichier, disons sécurité. Restriction par exemple. Restriction. Point. Restriction point sol. Et je vais, au lieu de laisser modifier dans ce temps, je vais importer ça. Je vais mettre ça ici. Mais en mettant ça ici, je dois mettre ici, par exemple, solidité. Ici, je dois directement signaler que ça sera importé. Restriction. Point sol. Vous voyez, l'erreur est sortie et tout se passe bien. Restriction point sol. Ici, je dois définir par exemple solidity. Par ma solidity 0.7.0. Modifier sur l'admin contract. Je vais mettre contract security, si je veux dire. Je peux faire de la sorte. Contract security. Fragment solidity 0.7.0. Pourquoi ça affiche comme ça? 0.7.0. Fragment solidity. Je dois effacer ça. Require. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Voilà, mon constructeur doit sortir d'ici. Constructeur, tout ça, je dois emmener
Tout ça, je dois emmener dans restriction. Voilà. Donc c'est comme ça marche. Vous voyez, c'est comme ça que ça peut se passer. J'importe seulement les... J'ai importé et je peux mettre ici que c'est l'héritage. Là, on parle de l'héritage. ISA Security. Security, gestion du stock. C'est S majuscule. Voilà. Voilà, mon contrat là est bien fait. Ça, c'est qu'on appelle héritage. Pardon. Je vais d'appeler un contrat qui était à l'extérieur. Je vais de l'appeler pour que ça puisse interagir avec mon contrat actuel. Mon contrat principal, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord défini le chemin de mon contrat. Après ça, j'ai fait que ce contrat ici puisse hériter de l'autre contrat parce que je vais utiliser la sécurité qu'il y a ici. C'est comme ça que vous avez mis, j'ai fait gestion stock is security. Donc ça hérite, il y a cette fonction ici, cette admin n'existe pas dans ces contrats. Ça existe dans un autre contrat. C'est l'admin. Ça existe dans un autre contrat. J'ai défini alors, mais comme ça, comment? J'ai fait is. Donc, is, c'est un autre contrat security qui a cet élément ici, c'est l'admin, qui va s'expliquer dans mon contrat principal. C'est comme ça que vous voyez. Maintenant, ici, si je peux ajouter ce qu'on appelle les événements. Comment est-ce qu'on fait les événements? Vous voyez ici, il faut déclarer d'abord un événement. Event. Comment est-ce qu'on déclare un événement? Event, pardon. Je lui donne un nom, transaction, transfert, parce que j'ai transféré. Et qui a transféré? C'est une adresse, on la reconnaît par une adresse, qu'on peut filtrer à un moment donné, indexer. Et comment on appelle l'adresse de l'expéditeur qui va recevoir, c'est l'adresse des bénéficiaires, qui peut aussi être indexé, bénéficiaire, et qu'est-ce qu'il va recevoir? C'est un montant quelconque, un montant. Et comment on applique cet événement? Normalement, l'événement doit s'appliquer. Normalement, notre événement doit s'appliquer. Comment on va les mettre? On met le nom de l'événement, transfert. Et puis, l'expéditeur, c'est moi qui ai envoyé, moi qui appelle les contrats. Et le bénéficiaire, il est bien connu, bénéficiaire, il est là. Et ce qu'il va recevoir, c'est quoi? C'est le montant. Donc, c'est comme ça qu'on applique aussi les événements. L'événement va vous permettre de savoir qui a envoyé les contrats et qui a envoyé, par exemple, de l'argent, qui a reçu et combien il a reçu. Ça va vous dire tout ça. Donc, c'est comme ça que ça marche. Je crois que ça, c'est une bonne partie pour avoir au moins une petite idée sur tout ce qui est Solidity. Et ça va vraiment vous aider. Et pour débutants. Et on aura à continuer avec d'autres formes d'exercices. Merci beaucoup et on se voit dans un autre exercice qu'on va